Anthony, elle est où la 505? Anthony, pourquoi tu avances pas sur la 505? Anthony, pourquoi tu fais une Mercedes de drift alors que t'as déjà une 505? Anthony, est-ce que tu veux m'épouser? Ce commentaire-là est revenu un peu moins fréquemment que les autres, mais les autres étaient très fréquents et le sont toujours. Pour répondre à votre question, la 505, pareil ça, 505 ou 505? Eh, vous arrêtez-vous, hein, elle est là. Oh merde, il avait dit 505, pas 405. Elle est là. Effectivement, elle est là. Parce que pour ceux qui auraient oublié le projet ou ceux qui découvriraient le projet sur cette vidéo-là, ça, c'est une Peugeot 505 de 1985, 3, 2, 1. 505 phase 1, GRD, donc motorisé d'origine par un 2 litres 3. Je me rappelle plus, même moi ça fait longtemps. 2 litres 3, atmosphérique de 70 chevaux, indénore, 4 cylindres, indestructible. Et moi j'ai eu la bonne idée de retirer ce moteur là pour mettre un Mercedes OM 606, celui que l'on appelle le 2JZ diesel. Alors c'est un projet qui prend du temps, plus de temps que ce que j'imaginais à la base, tout simplement parce que comme d'habitude, je pense que j'ai un vrai trouble de la concentration et je fais 40 trucs en même temps. Mais sachez que dans l'ombre, pendant que j'avance sur d'autres trucs, ça avance également. Parce que j'ai un trouble de la concentration, même sur les projets qui m'empêchent de me concentrer là-dessus. Donc quand je travaille sur ma Mercedes de drift, je pense à la 505. C'est un vrai problème au quotidien, je te le dis. Donc l'objectif de cette caisse-là, c'est de faire 700 chevaux avec un moteur turbo diesel, 6 cylindres, 3 litres, comme ça, dans mon atelier. Alors oui, je suis bien équipé, oui, je commence à avoir 2-3 outils qui sont très sympas, mais je sais toujours pas ce que je fais. Je suis toujours le même gars qu'il y a quelques années qui bricolait des 206 dans la cour de ses parents. J'aime me lancer des défis. Donc là, dans les épisodes précédents, qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté la voiture, on a présenté le moteur, on a mis le moteur dans la voiture qui est actuellement sur un berceau de Nissan S13 sur des supports AS qui permettent de maintenir ce moteur dans la voiture. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire et j'espère que dans cette vidéo-là, on va avancer sur énormément de choses. Parce qu'il faut savoir que là, nous sommes quoi, le 15 octobre et le 7 novembre, la voiture est exposée sur le stand de Vulcan Magazine au salon Époque Auto de Lyon. Ce qui me laisse donc en gros 3 semaines pour la rendre présentable dans un salon. Forcément, dans 3 semaines, la voiture ne démarre pas, ne roule pas, mais j'aimerais que dans 3 semaines, la voiture soit posée sur ses 4 roues et que le moteur tienne par lui-même. Parce que comme vous l'avez peut-être vu dans ces espèces de séquences cinématiques, en fait, le moteur à l'avant, il tient donc sur ses supports, tu vois, tac tac, ça c'est vraiment bien. Mais à l'arrière, il tient avec des rallonges de cliquet simplement posées sur le tunnel. Mais d'ailleurs, ça se voit qu'il y a un problème, hein. Il est toujours trop haut puisque là, on a quand même le croisillon qui dépasse dans l'habitacle de la voiture. Et ça faut pas. Donc là, globalement, ce que j'aimerais faire dans cet épisode-là, c'est, comme je viens de vous le dire, poser la voiture sur ses 4 roues au sol. Ce qui implique donc de finir le train avant, puisque là, j'ai simplement le berceau et 2 bras de suspension. Mais j'ai pas les tirants de bras de suspension, donc il faut fabriquer ça. Il faut également qu'on ait une direction pour déplacer la voiture sur le salon parce qu'on va la pousser, et puis il nous faut également un train arrière. Alors oui, la voiture a actuellement un train arrière, mais je vais t'en parler maintenant. Bon, là on se retrouve sous la bagnole et tu vois, je trouve que le train arrière d'origine Peugeot, il est bien branlé. Pourquoi je trouve qu'il est bien branlé? Parce qu'il est déjà indépendant. Chaque roue est indépendante et ça c'est une bonne chose. Je trouve qu'il est bien fait parce qu'il est costaud, c'est de la tôle épaisse, c'est de la grosse ferraille et ça m'évite de greffer un nouveau train arrière sur la voiture. Donc, l'idée c'est donc de garder ce système-là de train arrière. En gros, tu as une espèce de poutre qui est fixée sur les longerons du véhicule et à partir de cette poutre là tu as 2 énormes triangles qui viennent jusqu'aux roues. Et c'est là qu'aujourd'hui on va bosser puisqu'en fait il va falloir qu'on adapte des moyeux, porte-moyeux de Nissan S13 sur la 505. Pourquoi Nissan S13? Bah tout simplement parce que à l'avant on a mis du Nissan S13. On n'a pas que le berceau et les triangles en gros, on a également un amortissement complet de Nissan S13 qui nous a d'ailleurs été sponsorisé par RWP. Un grand merci à vous les copains. Et là, c'est le moment où vous vous demandez pourquoi les combinés filetés RWP sont déjà montés et on n'a toujours pas vu d'image. Peter, le United
Driver et Thibaut de Raceworks Performance sont venus au mois d'août pour installer des combinés entièrement sur mesure pour la 505 et on voit ça sur les magnifiques plans actuellement. Il s'agit de combinés qui reprennent les fixations de Nissan S13 mais qui sont modifiés et rallongés spécialement pour le projet. Malheureusement, une fois encore, Anthony démontre son manque de professionnalisme avec un son totalement claqué au nord, ce qui rend les images inexploitables autrement que par ma sublimissime intervention. On remercie RWP, mais on remercie pas Anthony. Et forcément, la fusée, le moyeu, le porte-moyeu, le freinage et les roues. On est en 4 par 113, c'est du Nissan. Et j'ai envie de garder des jantes identiques à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est tout naturellement qu'on va partir sur du Nissan. Sauf que trouver des pièces de Nissan, c'était un peu plus chiant que ce que je pensais, mais j'ai finalement réussi à trouver des moyeux arrière de Nissan S13. Donc on a le porte-moyeu, le moyeu en 4 trous, donc on pourra remettre les mêmes jantes derrière et ça c'est une bonne chose. Et j'ai également dans mon stock les cardans arrière, ainsi que les disques, les étriers, bref, tous ces trucs-là. Donc aujourd'hui, première étape, c'est démonter les roues arrière et démonter tout ce qu'il y a à l'arrière de la Peugeot pour garder uniquement le train. Et ensuite, il faudra trouver une solution pour venir visser ce truc-là sur le train arrière Peugeot. Ça va être chiant et coûteux. Donc en gros, d'origine, on a ça qui est vissé sur le train arrière de la Peugeot. C'est retiré, je suis très content que ce soit sorti aussi facilement. Et maintenant, dans l'idée, il faudrait fabriquer une cale. Parce que tu vois, les trous là n'ont rien à voir et c'est bien dommage. Mais il faudrait fabriquer une cale en fait en alu ou en acier ou je sais pas quoi, sur laquelle il y aurait des trous pour visser ça. Ce serait génial. Et là du coup on serait en Nissan directement, on a juste à remettre un étrier. Putain mais ouais, ce serait trop bien. C'est exactement ça qu'il nous faut. Les amis, je me permets de couper votre vidéo pour vous parler de quelque chose d'extrêmement important. Effectivement, faire les vidéos sur YouTube, c'est facile, c'est cool, c'est génial. Mais pour faire ce genre de projet qu'il y a là derrière moi, eh ben, il faut de l'argent. Et l'argent, il vient surtout des sponsors. Donc permettez-moi de remercier le sponsor du jour qui n'est autre que Autodoc. Et oui, parce que mine de rien, il y a beaucoup de pièces sur cette voiture-là qui viennent de chez eux. Alors, sans eux, le projet, il en serait peut-être pas là aujourd'hui. Alors, si vous connaissez pas Autodoc, c'est un site internet, mais c'est également et surtout maintenant une application mobile qui vous permet d'acheter des pièces pour à peu près n'importe quelle voiture au monde. Et c'est peu dire parce que par exemple là-dessus on peut trouver aussi bien des pièces de Peugeot 505, voiture qui n'existe plus depuis peut-être 30 ans. Donc forcément j'ai déjà eu besoin de quelques pièces pour la 505 sur Autodoc, mais j'ai également eu besoin de quelques pièces de Nissan S13 200 SX, comme par exemple tu vois des pièces châssis comme ces bras de suspension, voilà ça c'est Autodoc. Mais également de quelques pièces mécaniques pour Mercedes classe E berline W210, comme par exemple des joints d'échappement ou même encore pire, des gros joints de culasse très épais. Et oui, il y a énormément de références sur Autodoc, dont un gros paquet d'épaisseurs différentes de joints de culasse. Donc là, forcément, j'ai pris le plus épais pour comprimer le plus possible. Mais du coup, voilà, Autodoc, il n'y a pas que ça. Il y a bien évidemment des millions de références pour des millions de voitures. Donc si ça vous intéresse, il y a évidemment un petit code promo PDLV pour bénéficier de petites réductions sur cette superbe plateforme. Bref, sur ce retour à la vidéo, je pense que ça va vous plaire. Et là, juste derrière moi, vous avez déjà un petit spoiler de la fin de la vidéo. Et croyez-moi, là tout de suite, je suis très heureux. Bon, alors en ce qui concerne le train arrière, là c'est tout simple, j'attends mes nouvelles cales qui devraient arriver d'ici très peu de temps depuis le lieu de travail de mon usineur. Je suis un atelier d'usinage, voilà c'est ça le mot que je cherchais. Donc ça c'est très bien. Si vous avez toujours pas compris à quoi servaient ces cales, c'est très simple, c'est convertir mon train arrière qui était en 4 par 140 d'origine Peugeot en 4 par 114.3, donc en Trax Nissan. Pourquoi? À l'avant c'est ce que j'ai fait, question de simplicité, donc je fais pareil à l'arrière histoire d'avoir le même système de freinage, le même système de roues, etc., avant-arrière. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Donc le train arrière, on met ça un petit peu de côté. Là, le but premier, vous l'avez compris, c'est que la voiture puisse être sur ses 4 roues pour le salon Époque Auto qui a lieu dans 2 semaines. Ça va être compliqué. Puisque là, pour que la voiture soit sur ses 4 roues et soit déplaçable, il y a encore un certain nombre de choses à faire. En gros, là, on fait face à plusieurs problématiques. Il faut déjà, dans un premier temps, des roues à l'arrière, mais ça, je l'ai dit, on le met de côté puisque ça va être finalement assez facile à faire une fois qu'on aura les cales, puisqu'on aura juste à visser les cales, visser les moyeux, les porte-moyeux, mettre un disque et une roue. Et là, on aura des roues à l'arrière qui pourront rouler en 4 par 114.3. Par contre, à l'avant, on n'a toujours pas de direction, puisque là, j'ai pas de crémaillère sur la voiture. Et ça, sincèrement,
Déplacer une voiture qui a pas de direction, c'est pas possible. Voilà, donc première chose, faut mettre une crémaillère. Donc, j'ai chopé une crémaillère. Qu'est-ce que j'ai chopé comme crémaillère? J'ai chopé une crémaillère de BMW E36. Tu vois, c'est écrit juste ici. Ah, ça pisse de l'huile partout. La question que tu dois te poser actuellement, c'est « Ah ouais, pourquoi il a pris une crémaillère de BMW alors qu'il a un train à vent de Nissan ?» Et la question, il se la pose maintenant qu'il a la crémaillère BMW dans la main. C'est vraiment pas professionnel de procéder comme ça. Surtout quand Tony, dans un élan de génie, va réaliser qu'il connaît quelqu'un qui a beaucoup de pièces de S13 en stock et il va lui envoyer un message. « Salut Clément, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Mais ça irait mieux si tu avais une crémaillère de Nissan S13 en stock. Merci. » Pourquoi j'ai pas pensé à ça il y a genre des mois? C'est humiliant. Ouais, salut Anthony, ça va? Faut que je regarde, je suis pas sûr. La vérité, souvent elles sont niquées. Ouais. Enfin, elles sont pas niquées, mais elles sont à refaire. Je sais qu'en Espagne, ils en vendent des neuves. Je te donne le tuyau, mais ouais, à ta place, jetterai plus un œil sur Autodoc. S14, S13, c'est la même chose. Conduite à gauche, c'est les mêmes. C'est vraiment un amour. Mais avec Anthony, un élan de génie, forcément ça dure pas. Et ce con avait pas menti dans l'épisode précédent quand il a dit qu'il vous montrerait les échecs du projet. D'abord une crémaillère qui a rien à foutre là, et maintenant les supports de boîte. Pourquoi? Parce qu'il faut que le moteur tienne par lui-même. Là, il tient, mais comme tu l'as peut-être déjà vu, juste avant, il tient avec des rallonges de cliquet. Donc, dans l'idée, j'ai également chopé ce truc-là. Un support de boîte d'origine de E46 330D, ce qui fait que ce truc-là doit normalement venir se fixer sur ma boîte. Et normalement... non, c'est pas bon. Donc il y a effectivement plusieurs références de boîtes de vitesse sur 330D. Et voilà, c'est reparti pour une commande qui sert à rien. Heureusement que le bougre est bien entouré, sinon le projet aurait fini en 2 litres HDI 90 stage 832 posé sur des tubes soudés à la main. Plus gros projet de sa vie qu'il disait. Le souci, c'est qu'avant de fabriquer un support de boîte, il va falloir déterminer la hauteur finale de notre moteur. Là, comme je l'ai dit, il est beaucoup trop bas, donc il faut, avant toute chose, rehausser notre moteur. Bon, on se retrouve le lendemain des images que vous venez de voir. Finalement, physiquement, il n'y a presque rien qui a évolué. En revanche, dans ma tête, tout a changé. Pourquoi? Des fois, il faut simplement reconnaître que les choses qu'on veut faire sont simplement plus dures que ce qu'on peut réellement réaliser. Donc, aujourd'hui, je vais faire ce qui est dans mes cordes et je pense que pour le reste, les trucs très compliqués, je vais tout simplement demander de l'aide. Des fois, il n'y a juste pas de honte à demander de l'aide et à dire qu'on sait pas faire. Et pour le coup, vu que ça, c'est le plus gros projet de ma vie, j'ai pas forcément envie de le foirer à 800%. Le foirer à 200 ou 300%, c'est normal, mais au-delà, ça risque d'être simplement dangereux et ça risque de me coûter beaucoup d'argent. Donc, venez voir, déjà, il y a quelques trucs qu'on va faire ensemble. Bon, donc déjà, j'ai une très bonne nouvelle en ce qui concerne la crémaillère de direction qui va donc se fixer ici et là sur le berceau Nissan. J'en ai commandé un. J'ai commandé une crémaillère toute neuve avec des supports tout neufs. Donc ça, c'est une chose. La crémaillère de BMW qui est juste là par terre. Abandon de projet. Je n'ai plus envie de me faire chier à adapter ce truc-là pour avoir un truc bancal. Non, on a un berceau de S13, on met une crémaillère de S13. Et ensuite... il n'y aura plus qu'à relier la colonne de direction d'origine Peugeot sur la crémaillère, donc il faudra faire un petit système avec des cardans, des machins, peut-être couper là, récupérer le système sur la classe E donneuse, je sais pas, mais ça me semble plutôt compatible. Du coup, en ce qui concerne les rehausses de support moteur, il y a quelqu'un de super sympa qui m'a contacté sur Instagram, qui est qu'à 1 heure d'ici et qui m'a proposé de l'aide. Du coup, le premier défi du jour, c'est simplement de sortir le moteur, prendre toutes les cotes qu'il m'a demandé sur les supports, lui envoyer, et à partir de là, on trouvera une solution. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer au triangle, et ça, j'ai plutôt hâte, parce que ça, je vais le faire moi-même. Et si la voiture se pète la gueule par terre, ce sera uniquement de ma faute. Bon, on est le 24 octobre. La vérité, c'est que là, je viens d'avoir une espèce de prise de conscience, dans le sens où la voiture doit monter à Lyon le 7 novembre pour être exposée à Époque Auto. La voiture est très loin d'être prête. Du coup, là, je viens tout juste de vous annoncer sur Instagram qu'il n'y aurait pas d'autres vidéos sur YouTube avant celle-là. Pourquoi? Parce que si je perds du temps sur la classe C de drift ou le taxi ou autre, c'est du temps que je n'investis pas dans la 505. J'ai simplement de gros problèmes d'organisation dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Du coup, bref, tout ça pour dire que la 505 avance à très grands pas. Je reviens à peine de chez mon usineur et il m'a filé 2 trucs très intéressants qui m'excitent énormément.
Alors ça, je dois dire que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est ce qui va permettre de pouvoir poser la voiture par terre. Je suis passé par Usimeka 26. Pourquoi? Parce qu'ils sont à Saint-Marcel-les-Valences, c'est à un quart d'heure, 20 minutes de l'atelier, donc impeccable. Ils sont passionnés et moins d'une semaine après la demande, ils m'ont donné ces trucs-là. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Donc cette pièce-là, c'est tout simple. C'est donc une pièce qui ici a le diamètre intérieur de notre sortie de train arrière. On a les 4 trous ici pour venir visser le moyeu de Nissan par l'intérieur. Et ensuite, par les 4 trous les plus à l'extérieur, on peut venir se visser directement dans le train arrière Peugeot. Et c'est une putain de dinguerie. C'est la première vraie belle pièce qu'on a sur la voiture. Et en plus, il m'a fait la petite surprise, je lui ai rien demandé. Il m'a écrit PDLV Performance. Ça rend vraiment trop bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant avant de faire les premiers test fit, c'est déjà nettoyer ce morceau-là de train arrière avec aspirateur et brosse. Et ensuite, on va pouvoir enfin présenter ce nouveau adaptateur pour venir y mettre le moyeu, le disque, la roue, bref, tout ce qu'on veut. Alors pour moi, cette pièce-là, c'est un truc de fou. Ça a été complètement usiné dans leur atelier, c'est vraiment un truc de malade. Je pense que tu montes ça à Benjamin Workshop, il est en mode « Pfff, des pièces comme ça, j'en ai 19 millions sur ma voiture !» Et ouais, mais pour un mec comme moi qui d'habitude fait tout avec une disqueuse et un poste à souder, voir un truc comme ça sur ma caisse, ça me fait vraiment bizarre. Je suis trop content. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il y a 4 oreilles sur cette pièce-là? Tout simplement pour mettre un étrier de frein et pourquoi pas 2 étriers de frein. Parce que tout le système de frein à main d'origine, il va dégager, évidemment, puisqu'on n'aura plus de mâchoire de tambour. Bien sûr, on peut tout mettre sur un seul étrier, mais si un jour on veut mettre un frein à main hydraulique, on peut simplement rajouter un mètre-cylindre sur notre frein à main, rajouter un petit réservoir déporté autonome, quoi, et un deuxième étrier qui va gérer que le frein à main. En sachant que ces côtes-là sont pas correctes pour le système de freinage d'origine de S13, puisque d'origine sur les S13, on a des tambours à l'intérieur des disques, donc il faudra que je me trouve des disques sans tambour. Anthony, on t'entend pas! Anthony! Anthony! Oh putain, j'en reviens pas. Il a laissé le mode ralenti sur la caméra pour filmer toutes ses explications. Le mec achète du matos à plusieurs milliers d'euros, mais il sait toujours pas s'en servir. Une fois de plus, moi, authentifique voix off, je suis obligé de sauver la mise. Ce qu'Anthony essaye de dire, c'est qu'il a pas réussi à visser les portes moyeux de S13 sur sa supercale usinée parce qu'il a pas les bonnes vies. Il faut du M12 par 125, donc il va en commander et on passe à la suite. Bon les gars, moi je vous avais dit que pour refaire les supports moteurs, j'avais besoin d'aide. Du coup, je suis allé chercher de l'aide jusqu'aux États-Unis d'Amérique avec Clayton, qui est venu m'aider. Donc c'est un abonné qui est très gentil et qui est peut-être un peu plus habile de ses mains que moi. Salut Clayton, comment ça va? Ça va. Merci beaucoup d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Parce que là, depuis le début, je filme et je dis je sais pas ce que je fais, Toi t'es arrivé, en 4 minutes, t'as fait attends, j'ai une idée, tac, t'as fait des croquis, t'as tout disqué. Bon, je te fais confiance du coup. Ça va le faire, tu vas voir. Donc là, l'objectif, c'est de rehausser le moteur de quelques centimètres parce qu'il est trop bas. Et ensuite, si on a le temps, on regardera pour faire un support de boîte. Au moins, le moteur, il est fixé, on se pose plus de questions. Et ça, vraiment, je te jure que si on y arrive, ça va être incroyable. Là, on va beaucoup souder sur la caisse, on va souder sur place, on va tout faire sur place en fait, on n'a pas le choix. Quand tu fais du sur-mesure comme ça, et oui, parce tu peux pas faire autrement. Si on fait un truc directement sur table et qu'une fois sur le moteur ça va pas, c'est chiant. Ou même sur l'ordi. Moi je te dessine sur l'ordi, mais autant ça va pas. Alors c'est vrai que ça, moi c'est un truc, l'ordi, je sais pas faire. Moi mon truc c'est mettre des coups de disqueuse, souder, si ça tombe bien tant mieux, si ça tombe pas bien, il fallait réfléchir avant, mais ça restera comme ça. Alors que toi j'ai l'impression que tu réfléchis un peu plus quand même. Ça m'arrive, ça peut m'arriver. Donc là dans l'idée, tu vois, ça c'est la platine qui était sur le moteur directement. Du coup c'est assez bien fait. Tu vois, ils ont fait des petites encoches en bas pour pas se tromper. Donc nous le but c'est que ça c'est disqué, on a enlevé les soudures, on le soude 4 cm plus bas en faisant une ouverture pour conserver ce trou de vis là. Et en fait c'est pas si compliqué. Non, ça va aller vite. Ça va aller vite. Donc là maintenant, on va souder les petites platines. Ah oui, d'abord souder ça. Ouais, on va pointer ça en fait. Là-dedans. Là-dedans. On va faire un peu d'espace. Parce que nous, quel côté on était? Ça c'est le côté qui est sorti, ouais. Donc qui est vers l'extérieur. Donc ouais, nous on se met là-dedans. Voilà.
Là, je vais te faire un petit cordon en périphérie de partout, des deux côtés. Bon, la merde, ça faut pas trop regarder quoi. L'important c'est que ce soit costaud. Tu vas voir, ça va être très costaud. Ouais, je vais mettre là-dedans, comme ça on se fait pas chier. T'as vu, j'ai été malin parce que même si je soude pas beaucoup, j'ai fait un établi full en acier. Ouais, franchement, t'as bien fait. Tout qui est à la masse et ça change la vie en vrai. Hein. Franchement, c'est excellent. T'as pas besoin de te faire chier avec ta pince, machin. Moi, je suis sur des tréteaux chez moi. Ah franchement, ouais. je galère tréteaux et planches de bois, c'est pas amusant. Non, c'est vrai que c'est beau, ça a rien à voir avec le MIG. Ouais. Bon, moi je vais mettre ma cagoule et je vais regarder un petit peu ce qu'il fait, ça a l'air intéressant. T'attends que ça chauffe et après, hop. Waouh, mais ça va tout seul, c'est une dinguerie. Eh ouais. Waouh. Mais c'est un délire. Hein. Ah mais ça a rien à voir avec le MIG, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Alors là, ce que je vais faire, je vais le meuler à plat pour être sûr qu'on est bien plat. Mais tu vois le temps que ça prend quand même pour faire juste une petite pièce comme ça, c'est une folie. Bon, du coup, maintenant que la première platine est prête, on va venir repointer celle-là, 35 mm plus bas. Exactement. Comme ça nous rehausse le moteur de 35 mm. Exactement. Du coup. Ah, c'est cool. Alors là, tu vois, on est pas mal. Oh là 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 là, comme c'est cool. Voilà. Ah, mais on voit bien que la fusion, c'est plus large que... Ouais, c'est un sort de cône, tu vois. Et donc, quand tu fais de l'alu, par exemple, tu as la fréquence. Et la fréquence, ça peut jouer sur ton cône de fusion, tu vois. Ok. Sur ton arc. Nickel. Bon, c'est bon, là, c'est pointé. Ok. Donc, si tu veux, on peut vérifier si ça passe avec les clés et tout ça sur le moteur. Ouais. Et après, comme ça, je le soutiens. Vas-y. Non, à droite. Oh putain. Je me disais, tiens, bizarre. C'est bizarre, il n'y a pas de trou en face. Il est pas bien aligné. Hop. Parfait. J'espère. Et la dernière, du coup. On va voir si. Bah oui, ça va en Avec les plates, ça va passer. Ouais. Bah, de toute façon, non, regarde. T'as une rallonge. Ça passe quand même le pétard, ça se trouve. Regarde, il passe. Ah bah regarde ça. Parce que de toute façon, tu vas pas le monter Oui, avec sur place, tu vois. Eh bah dis parfait. Bah nickel. Donc Bah, là, on a bon. gagné 35. Maintenant, il faut faire pareil de l'autre côté, mais dans la voiture cette fois. Dans la voiture, ouais. Ouais, parce que comme ça, même s'il y a un petit peu de jeu, on pourra réajuster directement sur la caisse. Exactement. Et avant que... Il y en a un qui me dit, ouais, c'est toujours dans le sens du disque, parce que ça aussi, c'est un gros débat. C'est bon, Putain, ça change rien. Pas à ce niveau-là, ça change rien. Bah, en vrai, moi, je lis beaucoup les commentaires parce qu'il y a beaucoup de trucs super intéressants. Mais il y a aussi beaucoup de, vas-y, je suis un amateur, laissez-moi tranquille, je rigole, quoi. Laissez-moi profiter. Là, déjà, écoute, la soudure sur Internet, c'est un gros débat. Ouais, j'imagine. Tout le monde soude mieux que tout le monde sur Internet, donc... Et puis c'est tout silencieux, tu fais chier personne quand tu soudes avec Ouais. du TIG. Surtout, t'as pas d'étincelles, t'as pas de c'est gratons. Ma hantise, les gratons. Et encore, tu vois, ça crépite parce que le métal, il est pas tout à fait propre. Magnifique, c'est vrai Bah que voilà. ça fait propre quand même. Hein. Et là, ça, c'est encore plus costaud que le cordon que j'avais coupé de base. Wow. Ça, tu peux accrocher ta maison dessus, ça bougera pas. Vas-y, on fait ça. On testera. Ok, bon, c'est impeccable. J'espère, Ça va faire. ça va le faire. Là, du coup, le plan, c'est bon, on va forcément redescendre la voiture parce que la chèvre ne monte pas aussi haut et puis ce serait pas très pratique. Présenter le moteur sur ce support-là. Donc, ça veut dire qu'on va mettre la vis que de ce côté-là. Et de l'autre côté, on le fait directement sur la voiture. Mais en vrai, il va peut-être falloir que j'élargisse un petit peu dès maintenant le tunnel parce qu'avec la boîte, Ah ouais, elle va être plus en haute. fait, la boîte, elle tapait déjà là. C'est sûr qu'il va falloir couper alors. On essaye, tu penses, ou on Ouais, coupe vas-y. direct? Non, vas-y, on le fait. On essaye? Ouais, tu le baisses, tu le rentres dedans et après, tu Vas-y. prends la meule et... Ouais. va Parce vite. que, en fait, moi au début, je voulais juste disquer au milieu, écarter un peu sur chaque côté et ressouder en haut. Mais je pense que je vais me refaire un vrai tunnel personnalisé, droit, plat. C'est le moins casse-tête. Hein. C'est le moins casse-tête. Vraiment, c'est le moins casse-tête. Comme vous venez de le voir, on a mis le moteur en place et puis on l'a tout de suite enlevé avant de pouvoir le mettre en place pour de vrai parce que tunnel, pas possible. Vu qu'on remonte le moteur encore de 3 cm, et ben il faut encore ouvrir le tunnel et pourtant il est déjà bien ouvert. Mais dans l'idée, ouais, je pense que là il faut encore gratter bien là sur le côté, quitte à couper à la zob et puis refaire un truc propre plus tard. Et pareil de ce côté, le problème c'est que là on a la pédale d'accélérateur qui est juste là. Vraiment là je touche avec mon doigt le support. Donc il faut que je aille dans la voiture, que je démonte les pédales, que j'y mette sur le côté et la direction plus ou moins pareil et que je fasse un vrai gros trou, quitte à y refixer ailleurs plus tard, faire une belle cloison plus tard. Parce que t'en penses, mais je crois que j'ai pas trop le choix. Tout ce que tu peux faire. Bon bah autant peut-être la dernière fois que j'ai découpé j'ai dit là je vais peut-être regretter, mais là c'est pire parce que je vais vraiment découper la voiture. Sans aucune mesure, sans aucun trait, on y va. Faut avancer au bout d'un moment. Ouais, vas-y, je te reprends. Merde. Ah, ça c'est bien ça. Ça si vous connaissez pas les gars, c'est dingue. Ça Ça fait ma bombe. Bah voilà. Ouais.
Là, normalement, on a de la place. Et tu vois, même si on veut attraper nos bombes de peinture, on a juste à tendre le bras et c'est bon. Parfait. Ça va être bien plus facile pour enquiller le moteur. Là, normalement, ça passe. Donc, j'ai fait ça dans le but de pouvoir mettre le moteur. On fait le support de boîte comme ça. Et une fois que tout est fixé à sa place, je referai un tunnel propre, une fois qu'on aura l'arbre de transmission, etc., etc. Parce que c'est un coup, la boîte, elle va finir plus haut que la suite du tunnel. Et au final, bref, on va essayer comme ça. Chrono, c'est bon? Ouais. Impeccable. Attention, là, il y a mon turbo. Je crois qu'on tape dans la caisse. Non. Ok, super. Oh, l'admission qui... C'est bon, c'est passé. Alors par contre, il y a un truc qui est super mal fait sur le collecteur d'admission que j'ai acheté, c'est que là, pour porter le moteur, je porte pas le collecteur. Mais ouais, il y a moyen que le collecteur d'admission, il nous empêche de monter la boîte. En plus, t'es fixé dessus, quoi. Et ouais, forcément. Ouais, sinon c'est pas drôle. Il y a pas d'autre point de fixation que... Eh non. Ok. Me voilà de retour pour briser tous vos espoirs. Malgré qu'ils aient démonté la moitié de la caisse, le moteur rentrait toujours pas. Vous commencez peut-être à comprendre, mais là, il est beaucoup trop penché et le collecteur d'admission gêne. Et comme Clayton l'Américain est un génie, il a eu une idée de génien. Putain, c'est pas très lourd. Aluminium. Ouais, franchement, je m'attendais à plus lourd. C'est plus lourd sur le 605? Limite, ils font le même poids presque. Ouais, bah plastique ça. Elle est un peu plus léger en plastique. Bon bah là, faut boucher tous les trous et puis on se fera un petit support là sur 3-4 vis, ce sera très très bien. Bon, on a avancé dans l'ombre. Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que tu as fait? Attends, je fais moi plus. Oh, c'est pas grave. Un petit support soudé au TIG comme ça. Bon alors, on a vissé que 3 vis parce que là, il est plein de merde et j'ai pas de quoi nettoyer parce qu'en fait, c'est du M7, le collecteur d'admission. Donc voilà, hop, au moins ça permet de soulever le moteur sans le collecteur d'admission, ce qui est une très bonne chose. Parce qu'en plus, sur le collecteur de seconde monte là, de chez Kangaroos, il n'y a pas de petit crochet. Ça, c'est dommage en vrai. Ils auraient dû prévoir un petit crochet comme sur l'origine. C'est vrai que c'est moins joli. Donc là, au moins, on peut soulever le moteur, le poser dans la caisse, mettre le collecteur ensuite. C'est le moment de vérité. On va enfin pouvoir mettre le moteur dans la voiture parce que là, normalement, on n'a plus le collecteur qui nous fait chier, on n'a plus de tunnel du tout qui nous fait chier. Bah, l'objectif, c'est juste de venir mettre ce support-là qu'on a modifié sur le support berceau et ensuite seulement faire le deuxième support sur mesure. Ça va être bien. Ok, hop. Eh, l'inclinaison est pas si mal, hein. Ouais, c'est mieux déjà. On va moins en chier déjà. Moi, de mon côté, c'est bon. Je peux avancer encore? Ouais, ouais. Ah bah là, c'est 20 fois mieux qu'avant. Hein. C'est quoi qui touche d'ailleurs? Ah, mais oui, mais on touche carrément le pont, en fait. Ah! Ça va? Mieux, parfait. C'est là que tu reconnais les vrais professionnels. Ouais, exactement. Mais non, mais c'est vraiment presque on parfait. est pas Hein. loin. Bon, ça dit quoi là? Ça dit que, regardez, tu vois, on y est presque. Et là, du coup, le moteur est beaucoup trop penché ici. Donc ça veut dire que autant, une fois qu'on aura l'autre support, ce sera juste Autant il serait bon. parfait. Ce sera juste Je parfait. serais mort de rire s'il est bon. Ce serait incroyable. Ah, ce serait ouf. Du coup, le seul truc qui risque de poser problème, c'est peut-être juste le capot après. Ouais, ça, c'est pas un souci, ça. Donc ouais, bah là on se débrouille, on modifie un peu la hauteur, tout ça machin pour mettre cette vis là, et ensuite on est bon pour regarder le deuxième support. Bon, ça c'est fait, donc le moteur est en place, on a revissé le support du bas. Et d'ailleurs, vu qu'on a découpé le tunnel de ouf, maintenant on sera plus obligé d'enlever le petit support du bas, on pourra juste lever le moteur et le tirer. Exactement. C'est Ça trop va facile être très maintenant. très bien. Donc voilà à quoi ça ressemble actuellement. Donc là l'idée ça va être de descendre très légèrement la chèvre et le cric qui est sous la boîte là-bas pour arriver à peu près au bon endroit. Ensuite, Clayton, Yes. il prend les cotes pour ajouter 35 mm. À peu près. On va voir Ah oui, pour mettre le moteur à de l'œil, niveau. à l'œil. Parce qu'en fait, ici, on a un point de référence, vu que c'est à peu près la même base moteur. Donc, on sait que notre angle, on va le faire avec le bouchon d'huile. En vrai, c'est ça, hein. On Ouais, voit ça. que là, il penche trop à gauche. On arrivera à peu près à niveau et ce sera très très bien. J'espère qu'on peut faire ça ce soir. Hein. Parce que là, du coup, ce serait quoi ton idée pour le... Tu veux d'abord qu'on baisse le moteur et après on discute des idées? Bon, de toute façon, on va baisser le moteur, on va mettre le moteur de niveau à peu près. Ouais. Et on va prendre une mesure, on va voir ce qu'on peut faire. Ok. Ce qu'il faudrait faire, il faut prendre un point de référencement dessus. La prise de code, c'est chiant. C'est quoi? Autant je vais juste découper une tôle qui va à la forme et on va le souder en dessous, déporter ton trou Ouais, sur j'ai la tôle d'origine. Sur le berceau d'origine? Sur la fixation côté moteur, je te fais un truc qui suit la même forme. Et... Ah oui, oui, j'ai compris. D'accord. On va faire ça. On prend juste une mesure en trax et on fait ça, Genre, on peut faire ça là? je pense. Ah ouais? Je pense. Ah, ce serait bien ça. Bon, on va essayer. Énervé. Bon, Mais c'est trop bien! presque nickel. Je pense que vous avez compris l'idée là. Ouais, non, ce serait pas mal. Donc dans l'idée, on garde ce support là qui est fixé au moteur et en prolongation du support, on a un fer plat qui sera percé à la bonne distance, au bon anthrax, À 40 mm. à 40 mm. Pour ceux qui vont monter un OM606 dans une 505 chez eux, ils sont Il faut les supports AS de S13 Et moi. plus 40 mm.
Donc ici, je vais pointer, je vais percer un trou de 14 mm dedans et après je pointe soudure par un coup de pointeau. On va le mettre sur place sur la caisse, on va voir si les trous ils s'alignent, si le moteur il reste de niveau et si c'est bon, ben, j'enlève et je le soude tout. Après on peint et c'est fini. Facile, dit comme ça. Eh, moi j'adore, hein, parce que pour faire ce genre de truc, j'aurais peut-être mis une semaine pour trouver une solution. Ouais, ben c'est... Lui là, il fait l'américain, tu sais. Non, mais alors regarde, hop, c'est facile. Non, c'est trop cool, je suis trop content. Ça, en fait, ça avance vraiment, tu vois. Ce qui me manquait beaucoup, c'était de la motivation, parce que je trouvais pas les idées. Des fois, c'est bien d'avoir un avis extérieur quand même. Ça aide vraiment. Alors, fais voir à la caméra ce que t'as fait. Là, j'ai aligné le tout comme j'ai pu là. C'est pas mal, j'ai tracé mes traits d'axe par rapport à ceux-là qu'on avait repérés sur le moteur quand c'était en position. Exact. Donc j'ai fait une pièce, j'ai fait une gueule de loup pour que ça épouse un peu la forme. Et après j'ai recopié, je fais la deuxième. Là on l'a pointé, on va le mettre sur place, on va s'assurer que le moteur il reste bien de niveau, que tout ce montant lieu est en place. Après on rajoute un renfort et après je le soude, on le peint et le moteur il est fixe, c'est bon. Moi j'ai qu'un seul truc à dire, vous avez déjà entendu un américain dire pointer? Pointé. Pointer. Je vais le pointer sur place. Putain. Là il s'est mis pile en place là. Ouais, tu as vu? Ouais. On n'est pas loin de la vérité là. Bon. On est vraiment pas mal. C'est vrai? Ouais. Donc là, impeccable. Sans faire trop de blabla, il faut le ressortir, souder le support, mettre un coup de barbouille et c'est réglé. Ta-da-da-ta-dam. C'est pas mal. Comme vous l'avez compris, juste rallonger ici, dans la lignée là, tac, 40. Non, vous ne rêvez pas, cet idiot d'Anthony aura bientôt davantage de problèmes audiovisuels que de problèmes sur sa 505 poubelle. Il était tellement pas concentré que le micro a plus de batterie, et c'est encore moi qui dois me taper toutes les explications. Maintenant que le support rehaussé était terminé, ils ont pu descendre une bonne fois pour toute la moteur et le fixer à sa hauteur définitive. Comme ils avaient toujours pas de support de boîte viable, ils ont mis une barre en métal. C'est toujours mieux que les rallonges de cliquet en attendant le support définitif. Ensuite, ils ont vissé le moteur et c'était terminé. Et voilà. Il est sympa quand même. Il s'est passé énormément de choses en très peu de temps. Déjà, Clayton est venu nous aider les samedis derniers. Là, on est lundi. Du coup, on a pu fabriquer les platines, rehausser le moteur et tout ce qui s'ensuit. Ça m'a vraiment rendu très joyeux parce que j'étais vraiment bloqué là-dessus. Je me voyais pas faire un support de boîte sans le moteur rehaussé, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, c'était très compliqué. Aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de situations vont se débloquer. La première qui va se débloquer, c'est grâce à ce colis-là qui nous vient tout droit de Lituanie. Je sais qu'en Espagne, ils en vendent des neuves. En Espagne. Qui nous vient tout droit de Lituanie. C'est donc ce que j'ai commandé sur eBay grâce à Clément qui m'a conseillé. A priori, si je me trompe pas, ce serait une crémaillère de direction de Nissan 200SX, donc S13, donc exactement ce qu'il nous faudrait pour notre train avant. Parce qu'en fait, ces gars-là, c'est tout simplement des mecs qui refont des crémaillères de direction à neuf. Donc en l'occurrence, c'est parfaitement ce qu'il nous fallait. Oh là là, putain, mais regarde-moi ça. Mais c'est d'une beauté. Les cannelures là, ça m'inquiète un peu parce que ça, à faire usiner, c'est compliqué. Donc je pense que le mieux, maintenant que j'ai ça, ce serait de trouver une colonne de direction de Nissan S13, de la couper, de la visser ici sur la crémaillère et de la souder à ma colonne de direction d'origine Peugeot. Rien que ça, je vous promets que ça va résoudre pas mal de problèmes sur la voiture. Du coup, ici, on a également les cils en bloc de crémaillère, polyuréthane de chez Super Pro. J'ai commandé ça sur notre site de drift préféré. Même s'ils me sponsorisent pas, il faut avouer que les trucs, ils les ont quasiment toujours en stock et livrés en très peu de temps. Donc ça vient se mettre sur la crémaillère et la crémaillère vient se foutre sur le berceau. Plug and play et ça fait plaisir. Deuxième bonne nouvelle de la journée, c'est que j'ai reçu de la visserie fine M10 en pas de 1,25, ce qui va nous permettre de venir fixer le moyeu arrière Nissan sur notre cale qui a été fabriqué par Usimeka 26. Et ça, putain, c'était vraiment la bonne nouvelle de la journée. Alors l'histoire de ces cales-là, maintenant qu'on sait qu'on peut les monter parce qu'on a la bonne visserie, je peux vous en parler un petit peu mieux. C'est tout simple, je suis allé chez Dams, donc celui qui a fait la 505 RB26, et puis je lui dis, mec, comment t'as fait pour garder ton train arrière Peugeot, mais mettre des moyeux arrière de Nissan GTR? Il m'a dit, bah écoute, c'est tout simple, voilà, tiens, il m'a prêté le prototype que son pote Jérôme lui a fait pour sa 505, et moi j'ai demandé à mon usineur de me refaire ceci. Alors on l'a un petit peu modifié et remis à notre sauce, on a par exemple enlevé tout ce qui était support de capteur ABS, etc. En tout cas, pour le moment, je suis très content de dire que on peut enfin se monter notre support Nissan sur cette pièce magnifiquement usinée par le copain Ulysse. Et là, normalement, ces petites vis doivent rentrer à la perfection. Oh oui. Oh, ça me fait vraiment plaisir, vous avez pas idée.
Bon, là, c'est du montage à blanc, vous avez compris. Je mets pas de rondelles, je mets pas de frein filet, je mets pas de graisse, je mets rien. C'est juste pour y poser sur la voiture. Oh putain. Et là, pareil, vous avez vraiment pas idée d'à quel point ça me rend joyeux ce qui est en train de se passer. Parce que j'en rêve depuis des mois maintenant, de ce moment précis là. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des moyeux Nissan sur une Peugeot. Et c'est putain de génial. La sensation là, je vous jure que je suis vraiment heureux. Cette lumière me pète les yeux, mais je suis vraiment heureux. Alors par contre, avant de venir présenter un disque de frein et donc une roue, je voulais quand même prendre des mesures sur mes roues, mes Japan Racing. Oui Anthony, quand est-ce que tu mets des jantes sur la voiture? Est-ce que tu vas mettre des vraies jantes et pas des répliques de Watanabe pourries? Oui, mais avant de mettre des vraies jantes les gars, surtout quand c'est un projet aussi cher, il faut d'abord faire des calculs et voir comment ça sort avec notre moyeu. Parce que si les jantes qu'on a là, c'est juste pas la bonne taille, pas le bon déport, pas les bonnes specs, et bah il faut calculer ça avant de mettre 2000 € dans des vraies jantes japonaises que j'ai pas les moyens de me payer. Oui. Bref, tout ça pour dire que je vais quand même les mesurer le T, mesurer le déport. Et si je dis ça, c'est tout simplement parce que je pense qu'on va être confronté à une situation étonnante. Mon moyeu, il arrive presque à l'aile, hein. Donc avec mes roues qui dépassent à mort, j'ai très peur qu'on se retrouve avec des pneus qui arrivent là, et j'en ai pas envie. Bon du coup, ouais, effectivement, là on va avoir plusieurs problèmes. Les roues avant, c'est du 8 de large en ET0, donc c'est quand même assez large déjà, il y a pas mal de déport, la roue sort pas mal. Les roues arrière, déjà les pneus sont gigantesques. On est sur du 215 55 17. Ça se voit hein, vraiment que la roue elle est énorme par rapport à notre roue avant. Voilà, là tu vois une sacrée différence. Et le deuxième problème c'est qu'ici on est en ET-25. Ça veut dire que déjà la roue est plus large que la roue avant. Et en plus de ça, au lieu d'être en ET0, la roue sort de 2,5 cm de plus vers l'extérieur que les roues avant. Donc là pour les tests ça va être vraiment à chier parce que ça c'est des tailles de jantes qui sont vraiment bien sur des voitures soit avec beaucoup de largeur, soit un kit carrosserie très large, soit des trains tout petits bien rentrés vers l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de la 505 dans tous les cas de figure. Donc là, ça va ressembler à rien, surtout qu'à l'arrière, on est en hauteur d'origine et à l'avant, on a les combinés RWP. Donc là, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le fit que je vais vous présenter, c'est pas du tout le fit final. Là, je monte un disque complètement mort parce que, mine de rien, on a également la largeur du disque à prendre en compte quand on monte une roue, hein, forcément, sur le moyeu. Et en plus de ça, que ce soit la taille de la jante, la taille du pneu et de tout ce qui s'ensuit, c'est pas bon. Je pense d'ailleurs que le 17 pouces c'est trop pour cette voiture là. J'aimerais du 15 ou du 16, tu vois, histoire d'avoir un truc plus en raccord avec l'époque de la voiture. Oh le poids! Oh, mais là ça va être ridicule! Rare bonne idée chez Anthony lorsqu'il a remarqué que ses roues avaient un fit de SUV. Il a laissé ce sujet de côté pour l'instant et il est parti installer sa crémaillère espagnole. Ah non, lituanienne, c'est vrai. Même moi, l'offentique voix off, j'arrive plus à suivre. Bon du coup pour la crémaillère c'est assez simple, c'est pris en sandwich avec... regarde, on enlève ça. On enlève ça. Ça nous donne donc deux espèces de supports comme ça. Donc il y en a un qui a cette forme-là et l'autre qui est circulaire qui vient autour du corps de la crémaillère. Et maintenant on va mettre les cils en bloc sur la crémaillère. Et ça pour le coup c'est assez simple. Il y a un cil en bloc qui vient à sa place ici. Ça doit être à peu près comme ça. Et l'autre... je sais pas, il doit aller par là. Du coup là, il n'y a plus qu'à la présenter. Donc là, je sais pas trop si ça va marcher. C'est un coup, ça passe pas. Hein. Hop, et de ce côté-là, hop là. Bon, jusqu'à là, c'est pas mal. Ensuite, le support du dessus. Bah là en fait tu vois je suis en train de batailler avec le support là qui vient autour du cil en bloc et ça marche pas. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait les durites là, si je veux que ça rentre, il faut plus tourner la crémaillère. Le problème c'est que si je la tourne plus, les durites là elles touchent le support. Elles sont pas censées toucher le support du berceau, elles sont censées aller devant. Donc je crois que je suis en train de me dire que si je mets la crémaillère dans l'autre sens ça marchera mieux. Un peu comme si c'était une crémaillère de RHD finalement. Que le berceau elle-même c'est juste ça, au lieu d'être à gauche, c'est à droite. Donc dans l'autre sens, donc ça passe. Bon bah je viens d'essayer de mettre la crémaillère à l'envers dans l'autre sens. C'est pire. Donc, je vais y arriver. Il vient de s'écouler quelque chose comme 1 ou 2 heures, peut-être un peu plus. J'ai monté les 4 roues sur la voiture. Pourquoi est-ce que ça a été aussi long? Parce que j'ai monté, démonté les roues 25 fois à peu près chacune. Parce que les roues que j'ai à l'arrière, comme je viens de vous le montrer, sont énormes. Elles sont beaucoup trop larges, il y a beaucoup trop de déport et les pneus sont gigantesques. Donc j'ai essayé de faire un truc, tu vois, mettre 2 avant d'un côté, machin. Le problème c'est qu'à l'avant, les roues arrière elles passent pas, etc. Du coup, je suis rentré dans une furie pas possible. J'ai contacté quelqu'un qui a des
très belles jantes, donc il va me prêter des très belles jantes. Donc ces roues là ne seront pas sur la 505 à époque auto. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, on va quand même descendre la voiture juste pour contempler le fait que ça va être la première fois qu'elle est sur ses roues, sur ses trains Nissan. Et ça n'a pas de prix. On pourra également regarder la distance qu'on a gagnée en rehaussant le moteur. De manière non définitive et non officielle parce qu'elle est encore beaucoup trop haute derrière. L'arrière il touche déjà et à l'avant il nous reste 20 cm de garde au sol. C'est un putain de dragster la voiture, n'importe quoi. Bon, il y a effectivement un petit problème de taille là. Je pense que je suis pas obligé de vous le dire pour que vous le voyez tout seul. Donc déjà dans un premier temps, oui, les pneus arrière sont gigantesques, mais on a aussi un petit problème de hauteur de caisse à l'arrière. Ça, on le voit, on n'est pas stupide. Merci Anthony. Bon, en gros, ce que j'essaye de vous dire, c'est que ces jantes là vont être à vendre. C'est donc du 17 pouces en 4 par 114,3. À l'arrière c'est du 9, à l'avant c'est du 8. ET-25, ET0. 400 €. C'est le prix que je les ai payés. Et elles sont en très bon état. En vrai, il y en a une qui est abîmée, les autres sont en très bon état. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il se peut également que pendant ma furie où j'ai contacté mon poteau pour qu'il me prête 4 jantes, j'ai également contacté un autre poteau pour qu'il me vende 4 jantes. Du coup, pas dans cette vidéo, mais dans celle d'après, je crois qu'on aura les jantes définitives de la 505. Et j'ai très hâte de les voir. C'est un import du Japon, je me suis pas fait chier. Et le souci, c'est que tant que j'ai ces roues-là, avec ces pneus-là, je peux pas faire de réglage de hauteur de caisse à l'arrière. Pourquoi? Parce que autant là, je pense qu'on va quand même bien se rapprocher de la circonférence des roues qu'on va avoir à la fin, puisque je vais pas rester en 17 pouces. Mais à l'arrière, non. Donc si je m'amuse à rabaisser la voiture, j'aurai absolument aucune idée de ce qui va se passer. Donc là, on a maintenant une crémaillère. Il va maintenant falloir trouver un moyen de relier la crémaillère au volant. Ça peut être relativement utile pour tourner les roues, parce que là, pour l'instant, le volant, il sert à rien du tout. Donc ouais, là ça va être la prochaine étape du chantier sur le train avant, rendre cette crémaillère fonctionnelle. Et deuxième étape du chantier pour le train avant, ça va être enfin finir ces foutus triangles. C'est le truc que je repousse depuis des semaines et des semaines et des semaines. Mais il va falloir qu'on ait des vrais triangles à l'avant de la voiture, sinon elle va juste se péter la gueule quand on va la pousser. Bon, jour 19 872 sur la 505, je suis surexposé. Alors, c'est très bien, vous l'avez vu, hier j'ai monté la nouvelle crémaillère de direction, il reste plus qu'à faire un pseudo-para histoire que les roues soient à peu près droites, mais il faut également que cette crémaillère soit connectée à un volant. Le souci, c'est que le volant Peugeot, il y avait une espèce de cyle en bloc en caoutchouc qui était relié directement à la crémaillère, ça marche très bien, sauf que la crémaillère de Nissan, on a des espèces de cannelures, comme un petit cardan, tu vois, le bout d'un cardan qui sort de la crémaillère, et du coup autour de ce truc-là, on est censé yanquiller une pièce qui va ensuite au volant de la Nissan S13. Moi, le problème, c'est qu'en fait, j'ai pas de Nissan S13, donc toutes les pièces que je mets, il faut absolument trouver de la compatibilité partout. Donc ce matin, je suis allé sur le Google et j'ai tapé cannelure Nissan S13. Je me suis dit, je vais peut-être avoir une code, je vais peut-être trouver une pièce, je vais peut-être, je sais pas. Donc je tombe sur ce machin-là. Ce machin-là, c'est quoi? C'est une biellette de colonne de direction de Nissan Versa. Je me dis, bon, d'accord. Pourquoi pas? Livraison gratuite en 2 jours. Je descends et je vois que c'est situé à Valence. Tu vois, c'est marqué là. Provenance Valence. Et je fais non, il s'est trompé, en fait il a mis mon adresse, trop nul. Je tape le nom de la boîte, Tutto Parts, c'est à Valence. J'y vais, il me donne la pièce. Voilà la dite pièce, et tu vois au bout là, on a ces espèces de cannelures qui permettent du coup de se verrouiller, de venir se maintenir autour de l'axe de la crémaillère de direction. Et de ce côté-là, on a pareil un truc qui sert à serrer, mais on a juste à mettre un tube rond avec un petit bout plat, enfin je sais pas, ça peut se faire en soudure carrément. Et le gros avantage de cette pièce, c'est qu'on a cardan en haut, cardan en bas, donc on peut mettre carrément un truc complètement désaxé, et en plus, la longueur est réglable, enfin entre guillemets. Et voilà, le but c'est pas d'y faire sortir, mais en tout cas, cette pièce-là peut nous être vraiment utile si la cannelure ici au bout est compatible. Donc tu vois, nous ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc il faut enlever ce petit bouchon, enlever le papier qui sert à protéger la graisse là, ou je sais pas quoi. Et puis on va pouvoir voir si les cannelures sont les mêmes. J'ai un gros doute, forcément, mais si ça passe, c'est exceptionnel. Ça a l'air complètement compromis au niveau du diamètre. Bah écoutez, là je crois que la vie elle est en train de nous offrir une situation où c'est pas le bon modèle, mais ça rentre. Alors, je dis pas que ça va sortir une fois que ce sera rentré, mais si ça rentre une fois, c'est bon signe. Je pense pas que ce soit exactement les mêmes cannelures. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Tu vois? Ouais, ça fait tourner les roues, ouais. Moi j'ai envie de te dire que ça marche. Après, est-ce que c'est bon ou pas? Je sais pas. Oh bah là mon gars, là je suis content parce que on a eu une espèce d'avancée de fou furieux aujourd'hui. D'ailleurs tu peux le voir juste
là, il fait nuit. Alors, aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis également allé voir Vartan. J'ai également commandé des pièces pour le taxi. J'ai également commandé des pièces pour la 505. Et j'ai surtout réglé un gros problème. Parce que emmener la voiture au salon Époque Auto, c'est bien. Mais pouvoir la faire tourner dans les allées, c'est mieux. Et là, mon gars... Alors, c'est... Le bruit, c'est normal. Mais... Oula. Ça, c'est normal. Je vais te montrer comment j'ai fait et tu vas comprendre que c'est normal. Alors déjà, avant toute chose, j'ai réussi à mettre le volant droit. Et ça, c'est vraiment un exploit. Le seul truc, c'est que c'est impossible de mettre les roues droites avec les biellettes d'origine parce que finalement, elles sont trop courtes. Hein, vu que même si à l'avant, on a un train complet de Nissan S13 et on pourrait se dire que du coup, vu qu'on a des biellettes, des rotules, la crémaillère, tout de S13, ce serait bon. Bah non, parce qu'en fait, là, mon berceau est beaucoup plus bas que ce que pourrait être un berceau de S13. Donc, les biellettes de direction, elles sont carrément presque à la verticale. En gros, tu vois ma biellette ici là, elle est vraiment vers le haut, du coup la rotule elle est carrément embutée. Donc provisoirement, pour avoir les roues à peu près parallèles, je vais être obligé de couper mes biellettes pour les rallonger. Dit comme ça, c'est peut-être pas super clair, mais dans ma tête ça allait énormément. Donc bref, je vais te montrer comment j'ai fait pour la colonne de direction et pourquoi ça tape. Bienvenue dans le futur poste de pilotage de la 505 et c'est vraiment pas mal. Alors, ce qu'il a fait Anthony, c'est très simple. Tu vois, ici, on a la colonne de direction qui vient directement de notre volant. En sortie de la colonne de direction, enfin en sortie du volant quoi, j'ai conservé ceci pour garder les cannelures d'origine Peugeot. Donc là, tu vois, c'est serré avec une vis en M7 comme à l'origine. Et au bout là, je suis venu couper du coup la colonne d'origine pour venir la mettre sur ma biellette Nissan que je t'ai présentée tout à l'heure. Et ici, j'ai fait une espèce de schmilblick mon gars, je t'explique même pas. Enfin, si, je vais t'expliquer parce que c'est quand même le principe de la chaîne YouTube. Donc ici, je viens desserrer ma vis en M8. Hop, du coup, là, ça sort. Je vais te démonter celle du haut aussi pour que tu comprennes bien. Et là, je t'ai sorti le tout, histoire que tu puisses comprendre à quoi ça ressemble. En gros, ici, c'est le côté d'origine Peugeot, avec les cannelures et le méplat dans lequel vient s'enquiller la vis de M7, ça t'as capté. Et de l'autre côté, j'ai fabriqué moi-même des méplats. Et avec mon poste à souder, j'ai fait une espèce d'arbre à cam, tu vois, pour que ça vienne se caler nickel dans la pièce Nissan que j'ai acheté tout à l'heure. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose et tu vois que la pièce elle est vraiment profilée pour correspondre à l'empreinte. Et pareil, tu vois que là j'ai fait une espèce d'encoche pour venir mettre ma vis en M8 et verrouiller la pièce d'avant en arrière. Donc ça les gars, ça me rend vraiment super heureux parce que ça veut dire que j'ai une direction. Maintenant ça tape dans tous les sens parce que forcément sur ma colonne de direction j'ai 3/4 dents. J'ai pas trop le choix si je veux garder les pédales à l'emplacement des pédales, sinon il faudrait que je traverse à travers les pédales. Donc là il reste plus qu'à créer une espèce de support, peut-être un truc sur roulement ou un palier qui viendrait emprisonner ma colonne de direction contre le tablier, que ça bouge vraiment pas. Et là je pourrais tourner le volant dans tous les sens et ce serait impeccable. Les amis, nous sommes le lendemain et je suis très content. Je suis très content parce que en plus d'avoir maintenant une direction sur la 505, il faut savoir que Clayton a également bossé sur un support de boîte qui va servir à tenir la boîte de 330D directement dans la 505. Alors il m'a fait un prototype en format STL, c'est-à-dire imprimable en 3D, et je vais vous faire voir ça directement maintenant. Donc là, c'est le moment fatidique où il faut décoller la pièce du support. Normalement, vu la taille, c'est assez facile. Donc la pièce, je l'ai découpée en 2 morceaux. Alors c'était une impression rapide, c'est bourré de défauts, mais globalement, une fois collé, ça va ressembler à ça et ça va venir se visser directement sous la boîte de vitesse. Je suis trop content. Alors là, vu que c'est du prototypage, le but, c'est simplement de venir mettre de la colle forte sur le morceau de ma pièce ici. J'ai utilisé d'ailleurs, si ça en intéresse, pour séparer un STL en deux, le plugin Banana Split. Alors c'est vraiment juste du prototypage, je fais vraiment ça à la zub. L'utilité c'est simplement de voir si ça passe sous la voiture, si les entraxes sont bonnes sous les cylindres blocs de la boîte de vitesse. L'idée c'est pas du tout d'avoir une belle pièce bien finie. Et du coup en attendant que ça s'encolle correctement, que la colle sèche, moi ma journée elle commence à peine, je vais me rendre du côté de Marseille, chez quelqu'un que vous connaissez très certainement qui va me prêter un set de roues pour le salon Époque Auto. Parce que là les roues de Monster Truck ça m'empêche de rabaisser la voiture correctement et on est très loin du résultat escompté, vraiment. Et c'est ainsi qu'on se retrouve sans aucune transition à 2 heures de Valence, près de le sud. On est chez quelqu'un de très spécial qui nous prête des roues très spéciales. Voilà un indice sur la personne que je suis venu voir. Je suis désolé mec, mais cette vanne elle me fait toujours autant rire. Alors, explique-nous un petit peu, parce que toi t'es youtubeur, t'as une chaîne YouTube, qui est très cool d'ailleurs. Je recommande si vous aimez les vieilles bagnoles, les voitures un petit peu atypiques, des trucs
qui parfois sont très ordinaires mais sortent de l'ordinaire. Genre je pense à la Clio que t'as filmé très récemment qui est trop cool. C'est une Clio 1, 8000 km. Donc voilà, lui il s'amuse à nous trouver des petites pépites, à nous faire des essais. Et à côté de ça, il a cette espèce de vieille Nissan, donc Datsun 240Z. Elle est extraordinaire. Elle donc est en voilà. panne, mais elle est Oui, cool. alors si vous voulez en savoir plus sur cette bagnole là et tout ça, je vous mettrai évidemment en description le YouTube, le Instagram. Et j'avoue que moi, vu que je suis un super ami, je lui dis hey mec, ta voiture elle roule pas, j'ai besoin de roues. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais presque. Donc toi, tu es devenu mon conseiller tuning old school. Oui, old school. C'est Je extraordinaire. ne pouvais pas tolérer les jantes en 17. Non, je peux plus me les voir. Je te mens pas que je peux plus me les voir. Là, on est sur des vrais JR19. Exactement. Alors que moi, c'est des répliques. Oui. Non, on est sur des vrais Watanabe qui viennent du Japon. Watanabe RS. Qui c'est Ouais. waouh, exceptionnel. En plus, avec les pneus qui sont matching time. Période correcte. Voilà, c'est ça. Période correcte, c'est du Avon, ouais. Avon CR6 ZZ, c'est des pneus qu'ils mettent sur les autos du Mans classique notamment, sur auto, tout ça. Du coup, merci beaucoup Ben. En plus, on est sur des specs très intéressantes, du coup, du 15 pouces, 8 de large, ET0. Je vais charger ça dans mon petit taxi et puis on se retrouve à Valence dans 2 heures. Eh bah voilà. Merci Ben Otto pour tes roues. En plus, Ben Otto, il m'a filé un nouveau support de micro. Et moi j'aime bien les supports de micro de tête, je trouve ça très cool. Donc avant de mettre les Watanabe, les roues de Ben Otto de 240Z là, sur la 505, je propose qu'on vérifie d'abord le support de boîte qui nous a été imaginé par Klein. C'est parti. Support de boîte, imprimé en 3D par mes soins, mais dessiné par Klein Knoll. Bon, on va voir, on va tester ça directement, comme ça, après, je peux lui dire, oui, arrête de me harceler, ça se monte. Parce que je sais que ça se monte. Dans le sens où je sais que lui, il fait de la bonne CAO et qu'il sait prendre des cotes. Eh, regarde-moi ça. Incroyable. En plus, on a les petites vues ici pour passer l'écrou. Voilà. C'est vraiment pas mal. Alors je pense pas que dans cette vidéo on arrive à installer ce nouveau support de boîte puisqu'il faut le faire couper au laser, venir souder des espèces de faux berceaux directement sur les longerons de la voiture, fabriquer une espèce de K-brace pour venir tenir notre support et faire découper au laser et tout le bordel. Ce machin là, je pense pas que ce soit possible parce que là, Époque Auto c'est dans seulement 7 jours. Dans 7 jours, je prends la voiture sur dépanneuse et je l'emmène à Lyon. Donc autant vous dire que ça va être un petit peu chaudard. On va se focaliser sur les trucs vraiment importants. Donc on va se faire un support de boîte provisoire avec du tube carré, un morceau de poste à souder et un peu de tôle plate. Les cotes ne seront pas bonnes, mais on s'en branle. Le principal, c'est que la boîte ne tombe pas pendant le transport. Voilà, ça c'est dit. Le support de boîte, c'est fait. Je suis très content. Et juste avant de vous montrer les roues, je vais vous expliquer un truc que je suis en train moi-même d'imprimer en 3D pour les tourelles d'amortisseurs de la voiture. En gros, tu vois là, coupelle, trou, origine, mais c'est pas tout à fait le même trou. Du coup, moi, vouloir découper laser, plaque, acier épais, souder voiture, après comme ça peut faire barre, renfort, et moi imprimante 3D. Regarde, normalement bientôt fini. Ouais, presque. Et comme ça, si les cotes elles sont bonnes, bah tant mieux. Bon bah du coup merci beaucoup à Ben Otto pour le prêt de ces petits trous. D'ailleurs si vous l'avez toujours pas compris, en fait les JR19 de chez Japan Racing c'est des copies de Watanabe RS. C'est un peu le genre de look que je voulais pour cette caisse. Dans le sens où, tu vois, ça fait un peu japonisé. Et je trouve ça plutôt cool en vrai. Bon, puis là, tant qu'on y est, c'est un peu l'occasion de comparer des JR19 avec des vrais RS Watanabe. En vrai, moi je pars du principe que si t'as pas les moyens ou si t'as pas envie de mettre 2000 € dans des jantes, ça c'est très bien. Parce que celles-là, tu peux les abîmer, tu t'en branles. Celles-là, tu les abîmes, tu t'en branles un peu moins. C'est difficile de comparer, hein. Ça c'est du 17, ça c'est du 15. Mais dans l'idée, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Mais c'est pareil, quoi. Bon, c'est un peu l'heure de vérité. Oh putain, c'est beaucoup plus léger que des JR. C'est pas mes jantes, je suis un peu stressé de les abîmer. Il y a trop de pneus. Il y a trop de pneus, mais ça va être incroyable. On va la poser par terre direct. Oh là là. Ah ouais. Je sais que là c'est un peu un pari risqué, il y en a plein qui vont se désabonner suite à ce changement de roue, il y en a aussi plein qui vont s'abonner parce que j'ai enlevé des répliques pour mettre des vraies roues. Mais dans l'idée, on passe de 17 pouces à 15 pouces et je pense que vous étiez nombreux à être attachés à l'image de la voiture avec ces roues. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en branlent aussi. Oh la dinguerie. Ouais, bah Ben Otto, désolé d'avoir douté de tes bons goûts en matière de choix automobile. Alors, je reste toujours sceptique sur le fait qu'on a peut-être un peu trop de pneus ou que le 15 pouces c'est peut-être un peu trop petit, tu vois. Là, on fait la comparaison vraiment 17 pouces avec les pneus de Qashqai et Watanabe avec les pneus d'époque, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça c'est exceptionnel, je veux vraiment un look comme ça sur la caisse. Et par contre là, le fit, tu vois ce que je veux dire? On commence à être sur un truc vraiment pas mal. Pour l'arrière, globalement, ça va être la même recette. Sauf que la différence va être au niveau de la largeur du train, là, vraiment, puisque bah, le train est super large, et au niveau de la hauteur de caisse. Je pense que ça va finir en sorcellerie pour faire fitter les jantes correctement. C'est du provisoire, vous l'avez compris.
Ouais. Non mais ça change tout. Du coup, pour avoir une hauteur à peu près cohérente à l'arrière, je vais lever la voiture, enlever la roue, sortir le ressort, couper le ressort. Avant de démonter le ressort et couper le ressort, je vous montre quand même ceci. À l'avant, on a un fit grâce au carrossage qui est vraiment pas mal. Tu vois, on est sur quelque chose de très sympa. Alors qu'à l'arrière, tu vois là, le fit, il est très problématique par rapport à l'avant où c'est parfait. À l'arrière, ça dépasse à mort. Donc, le projet là, ça va être de très rapidement démonter la roue, démonter le ressort, trouver la bonne hauteur, démonter les cales en alu qu'Ulysse m'a fait, lui apporter, il vient de me donner son accord. Il me les rabote, je les récupère normalement d'ici demain. Comme ça veut dire qu'on aura le bon fit au niveau du déport, vu que les jantes que j'ai commandées ont un fit plutôt similaire au Watanabe de Ben. Et en termes de hauteur, on sera bon pour le salon aussi. Tu vois là, quand je te dis que ça bosse, c'est que 1 heure après que je lui ai apporté, il me les a réusinés. Donc il a enlevé genre 20 mm, je sais pas, faudra mesurer, mais il a dû m'enlever entre 15 et 20 mm. Tu vois que le PDLV il est parti en vacances. Ça veut dire que là on se met un petit coup de taxi allemand et on remonte ça sur la voiture. Bon, il vient de s'écouler, je sais pas, genre 1 heure, 2 heures, j'arrête de compter le temps, tu vois, il fait nuit dehors, donc j'en sais rien. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est exceptionnel. Il y a eu beaucoup de montées, de descentes, de découpage, de revissage, de montées, de descentes. C'est parti. Non mais la violence du truc, vous vous rendez pas compte? Après ce fit digne des plus grands rassauts du vendredi soir, Anthony a tout de suite décidé d'élargir l'aile arrière sans rien expliquer à la caméra. Je déconne évidemment, il a tout expliqué, mais le micro était éteint. C'est donc la voix off qui intervient une voix de plus. Si t'es resté jusque-là, c'est que tu es un viewer approuvé par la voix off. Même moi, j'aurais pas le courage de regarder Anthony faire de la merde sur une 505 pendant plus de 50 minutes. Respectable. Ok, là, on a un fit arrière qui est exceptionnel. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé avec mon disque flap pour enlever un petit peu la lèvre et après j'ai tiré la lèvre. Ce qui fait que là, normalement, si je bouge la caisse, on se rend compte que ça frotte pas. Les gars, j'ai l'impression que ça fait 18 fois que je refais cette même séquence, mais en fait, faire un fitment correct sur une voiture qui est pas prévue pour avoir un fit comme ça, c'est très dur, très long, très fastidieux. Mais là, ça y est. Et sincèrement, plus je vois la caisse, plus je me dis que oui, ça y est. Les 15 pouces pour cette voiture-là, c'est vraiment parfait. Je suis dans le champ au moins, je sais pas. Et regarde, on a la suspension qui travaille un petit peu, suffisamment pour pousser la voiture sans tout endommager, sans tout arracher. Mais là, ça y est, le fit est vraiment plus que parfait. Maintenant, je veux m'occuper de la direction. Et il va rien s'occuper du tout, le bougre. Il arrive même plus à se retrouver dans ses propres mots. Allez, va te coucher et on reprend demain. Enfin, pour vous, c'est maintenant, mais pour lui, c'est demain. À demain. Jour 9873 sur la 505 Super Production Diesel Sport Motivation. Aujourd'hui, j'aimerais m'occuper de la direction. Je te l'ai déjà expliqué 45 fois, il faut rallonger les biellettes de Nissan. Pour ce faire, c'est assez simple. En gros, ici, ma biellette, elle a un diamètre extérieur de 12 mm. Et la méthode la plus facile et surtout la plus fiable, la plus costaud dans le temps, quand on veut rallonger des trucs comme ça, c'est ce qu'on appelle le tubage. Quand je dis on, c'est moi. J'appelle ça comme ça. En gros, tu prends un tube qui fait le même diamètre intérieur, tu viens couper ta biellette, donc moi je vais la couper directement entre l'empreinte ici de clé plate et le filetage, donc parfaitement au milieu, et je vais venir rentrer les deux extrémités dans ce tube-là. Ce tube-là mesure 5 cm de longueur. Après, je vais venir souder mon biellette de direction que aux extrémités. Par exemple, je vais rentrer de 1 cm de chaque côté, ce qui fait que ça me fait au total une rallonge de 5 moins 1 fois 2, c'est-à-dire 5 moins 2 égale 3 cm. J'ai gagné 3 cm sur ma biellette de direction. Ça, c'est un montage provisoire, c'est pas le meilleur montage du monde, tout simplement parce que, comme tu peux le voir ici, la rotule de direction, elle travaille en butée de ce qu'elle peut faire, donc je pense que la meilleure solution plus tard, ce sera de rallonger au niveau du point de pivot pour qu'elle travaille à plat. C'est génial, j'adore la mécanique. Une vidéo et 2 fois la même connerie, personne n'y croit, et pourtant c'est bien réel.
Il t'explique sûrement fièrement qu'il a fini de souder ses rallonges de belette de direction, mais au final, il s'est emporté et il en a trop fait. Donc il a dû ajuster un peu pour que ce soit à la bonne taille. Et après, il a filmé un giga accéléré de Toute mon après-midi, j'ai enfin fabriqué mes supports pour mes tirants de chasse. Regarde. Alors je sais, c'est pas un travail d'une qualité exceptionnelle, hein, voilà. Il faut aussi savoir que les deux tirants ne sont pas soudés au même endroit parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce bras de suspension était tordu. Ce qui a eu pour incidence de complètement me décaler le support. Tu vois là, il n'y a pas de trou et là, il y a un trou. Tout simplement parce que celui-là, il est soudé pas du tout au même endroit que celui-là qui est soudé au bon endroit. J'aurais dû mettre mes bras neufs, tu vois, parce que j'en ai des bras neufs en fait en stock. Mais c'est pas grave, ça fera le taf. Au moins pour le salon, pour la poser par terre, c'est parfait, c'est génial. Donc maintenant qu'on a nos supports de tirant provisoires, encore une fois, je le répète, je peux maintenant me focaliser sur la baie moteur. Ça veut dire que là maintenant, je vais pouvoir redescendre la voiture, prendre le moteur, le mettre à l'extérieur, bien nettoyer le moteur, vraiment le rendre nickel, faire pareil avec la baie moteur, lui mettre un petit coup de peinture, parce que sur le stand Vulcan, au salon Epoch Auto, j'ai envie que la voiture soit dans un état de sortie de grange, sauf la baie moteur. Je veux que la baie moteur soit parfaitement parfaite. Hold on, let me take my time. Ouah, j'ai bien avancé sur le nettoyage de la baie moteur. Pourquoi nettoyage? Avant ponçage, tout simplement pour enlever toutes les traces de rouille qui étaient un petit peu apparentes, pour nettoyer la crasse aussi, mine de rien. C'est une voiture qui a presque 50 ans. Donc là, la suite des événements, maintenant que toute la baie moteur est préparée, que j'ai enlevé les faisceaux, les machins, les trucs, les bidules, ça va être tout masqué, ce qui ne doit pas être peint. Mais avant, j'aimerais trouver un moyen de refixer cette traverse-là, tout simplement pour pouvoir refixer la calandre, etc. Du coup, ce que je vais faire, c'est assez simple. Ici, à l'intérieur, je vais souder un petit fer plat. Pareil ici, ce petit fer plat sera percé et taraudé, ou alors un écrou sera soudé dessous en fonction de l'épaisseur. Pareil ici. Du coup, la pièce d'origine aura 4 trous à chaque extrémité et on pourra tout simplement la revisser en lieu et place. Ça, c'est une pièce que j'avais découpée pour justement faciliter l'entrée et la sortie du moteur, parce que vous imaginez bien qu'un moteur qui est plus long que celui d'origine, c'était pas possible de le faire rentrer. Je pense que pour la majeure partie des événements qui vont suivre, on va faire le maximum de choses en accéléré, parce que c'est pas les trucs les plus importants de la 505, il faut les faire, mais j'ai pas grand chose à dire. Bon, il vient de s'écouler peut-être 2 heures, c'était 2 heures de dur labeur, de préparation que je ne vous ai pas filmé parce que vous n'en avez rien à foutre de voir un mec poncer pendant 1h30. Donc je vous montre uniquement la peinture. Pour ce faire, j'ai choisi une peinture en bombe, pas au pistolet, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à l'utilisation. J'ai pris une 2K, donc en brillant direct avec une capsule, le durcisseur qui est à l'intérieur. Tu secoues la bombe pendant 2 minutes et après normalement tu as un résultat qui est plutôt pas mal et tu peux te permettre de faire des couches assez épaisses, bien couvrante, et ça c'est très bien. J'ai choisi un blanc crème, je sais pas à quoi ça ressemble, je pense que normalement on n'est pas trop loin de la teinte d'origine. Donc écoutez, c'est parti. Alors là c'est une peinture que je vais appeler provisoire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore pas mal de petites modifications à faire sur le châssis. Genre les tirants que j'ai fait là, il faudra les ressouder, il faudra refaire des trucs un peu plus propres, un peu plus en concordance avec les futurs triangles qui sont pas encore faits, puisque là c'était simplement pour monter les triangles de S13. Écoutez, c'est parti pour de vrai cette fois-ci. J'ai un peu hâte de voir le rendu, je suis trop content. C'est blanc quoi, pas vraiment crème. Eh bah dis donc, je vous mens pas que là je commence à être vraiment très satisfait de la 505. Par contre, petit message de prévention avant toute chose, mettez toujours un masque pour respirer là quand vous faites de la peinture, parce que je l'ai un petit peu regretté et je pense que quand je vais me moucher ce soir, je vais d'autant plus le regretter. Juste là pour vous resituer en termes de timing, nous sommes actuellement dimanche soir et la voiture doit être à Epoch Auto jeudi matin. Bref, tout ça pour dire que exceptionnelle cette peinture. Alors très difficile à appliquer, on va pas se mentir, dans le sens où ça coule. Je pense que j'ai trop chargé au début, donc au début ça a coulé. J'aurais dû faire une légère passe au début et après faire une grosse passe. Et puis ensuite, je sais pas si tu vas capter, vraiment le cap il se remplissait à une vitesse, c'était terrifiant. Donc ça a beaucoup coulé sur la bombe directement. Mais alors par contre,
Non, 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 non. Là, on va pas se mentir qu'il y a quelque chose, là. Hein. Non, mais guette-moi ça. Regarde-moi ça. Non, non, mais mec, c'est de la bombe. C'est incroyable. T'as vu comme c'est tendu? C'est une dinguerie. Alors, bien sûr, hein, sur la voiture, c'est pas tendu comme ça de partout. J'ai essayé de faire un truc le plus tendu possible sur les parties qui se voient. Tu vois, j'ai bien tendu le truc. Par contre, au fond de la baie, sur les côtés, etc., etc., non, c'est pas beau. Mais les parties qui se voient le plus sont jolies et c'est vraiment ce qui m'importe le plus. Voilà, je voulais vraiment que visuellement, la caisse, tu te dises, waouh, c'est propre. Donc là, moi, je vais aller me pieuter et on se retrouve demain pour le démasquage et on s'occupera de celui-là. 24 heures plus tard, oui ça y est, je commence à faire des sacrés bonds dans le temps parce que sinon la vidéo va durer 3 ans et sincèrement, qui va regarder une vidéo qui dure 3 ans? Qui? Personne. Alors comme tu peux sans doute le deviner en voyant les taches d'eau au sol ainsi que ce balai brosse, j'ai fait du ménage. J'ai fait du ménage parce que j'ai peint sans protéger mon garage. Mais alors attention, parce que là franchement, ça en jette vraiment très fort. La peinture, elle est exceptionnellement mal faite, mais c'est propre, c'est neuf. Donc là, on pourrait se dire que c'est le moment de réunifier enfin, une bonne fois pour toutes, le moteur avec la voiture. Sauf que non, non, non. D'ailleurs, t'as vu, il est tout propre, incroyable. Je vais être genre super honnête avec toi, j'ai utilisé un produit qui, à mon avis, est pas très bon pour la peau ni pour l'environnement, mais il a vraiment fait des miracles. Genre, regarde la boîte de vitesse, on dirait qu'elle est neuve. Non, en vrai, premier degré, c'est assez exceptionnel de le voir dans cet état-là. Genre, le couvre-culasse est blanc, enfin gris très clair, et je pensais juste qu'il était gris très foncé. Donc bref, tout ça pour dire que non, il n'est pas encore l'heure de réunir le moteur et la voiture une ultime fois avant le salon Époque Auto qui a lieu, je le rappelle, dans 3 jours, hein, puisque la voiture doit y être le jeudi matin, sauf que moi je suis pas disponible ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi pour bricoler sur la voiture. Mais d'abord, il est l'heure de vous montrer quelques nouvelles pièces pour la 505, parce que oui, il y a quelques nouvelles pièces à installer sur le moteur avant de le mettre dans la voiture, pour que ça ait l'air vraiment sérieux et que les gens me prennent pour quelqu'un de crédible. Alors, lui, normalement, tu le connais si t'as déjà regardé les précédents épisodes de la vidéo 505. Celui-là, il t'est pas inconnu, c'est le S369 sur roulement céramique de chez Autotech Turbo. Oui, rien que ça. Alors, je vais le poser parce que c'est extrêmement lourd. Sauf que ce turbo-là, je peux pas juste le prendre et le mettre sur le collecteur d'origine de l'OM 606 parce que premièrement, ça n'aurait absolument aucun sens et parce que deuxièmement, c'est pas du tout prévu pour aller sur un collecteur d'origine. Ici, on est sur du T3. Donc là, en gros, aujourd'hui, on va monter la première vraie belle pièce de notre préparation 700 chevaux sur l'OM 606. Alors bien sûr, on va le monter à blanc, mais parce que je le monte juste pour le salon en fait, histoire que les gens comprennent que j'ai un gros zizi et ça s'arrête là. Donc on est bien évidemment sur le collecteur d'échappement fonte de chez The Kangaroos Team, qui est un préparateur principalement Mercedes. C'est également eux qui ont fourni la plaque d'adaptation pour la boîte de 330D avec le volant moteur et le kit embrayage complet. Donc voilà, ça c'est le premier truc qu'on va monter là-dessus, ce qui doit impliquer forcément de démonter le collecteur d'échappement d'origine. Alors par contre, ce qui reste d'être assez rigolo avec le démontage de ce collecteur et de ce turbo, c'est que je n'ai pas vidangé le moteur depuis que je l'ai démonté de la classe E, duquel il provient. Il y a toujours les 5, 6, 7 litres d'huile dedans, je sais pas combien il y a, mais il y a toujours toute l'huile dedans. Donc, je pense qu'en démontant les arrivées et retours d'huile, on va avoir quelques bonnes tranches de rigolade. Hop, retour... démonter du carter d'huile. Oh ça va, il y a que dalle, ça doit être tout dans le carter d'huile. La sortie c'est bon, maintenant l'arrivée d'huile. Hop, clé à tuyauter Milwaukee de 17. Ça va quand même pas être de toute facilité hein, cette opération. Ah si, ça va. Je vais foutre de l'huile de partout sur le moteur que j'ai fraîchement nettoyé. Banjo. Pourquoi j'ai jamais vidangé ce moteur? Il va falloir que je le vidange à un moment ou un autre. Hein. Du coup, on n'a plus de retour, on n'a plus d'arrivée. On peut commencer à taper le collecteur directement. Au final, ça va, puisque sur les 2 vis qui étaient censées être super chiantes parce qu'inaccessibles, ça s'est très bien passé. En revanche, c'était sur les vis pas chiantes où ça s'est mal passé, puisque j'ai cassé un goujon. Donc là, j'ai 2 goujons cassés dans la culasse. Alors par contre, ça, je sais pas quel poids ça fait, et surtout... Oh, ça a pas l'air super lourd. T'enlèves le dernier écrou le plus accessible, c'est ça qui est très important. Et là, tu sors... Oh, c'est un peu lourd pour moi quand même. Mais ça va. Et voilà. Collecteur d'origine, turbo d'origine, dehors. Bon, et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre le nouveau collecteur et le mettre sur l'ancien moteur. Et ce qui est super avec ce nouveau collecteur, c'est qu'on est directement en top mount et qu'on peut réutiliser les goujons d'origine. Et là, normalement, il n'y en a plus aucun qui est inaccessible, vu qu'on est quand même sur un turbo qui sera déporté. Alors, cet écrou-là est abîmé. Pareil, note à toi-même, si tu regardes cette vidéo, ne remonte pas les écrous abîmés. Au pire, tu vas chez Peugeot, je te mets la référence Peugeot en dessous, parce que ceux-là, je les connais et je sais qu'ils sont pas chers. Écrou cuivre qui résiste à la température, et tu mets des neufs.
On va pas remettre tous les écrous, ça sert à rien puisqu'on va pas aller faire les mosquitos, en tout cas pas tout de suite. Ensuite, on va pas mettre le turbo neuf. Pourquoi? Parce que déjà là, on est plus large que le collecteur d'origine avec le turbo d'origine, en termes de largeur, sinon j'aurais pas utilisé ce mot. Alors imagine si on rajoute un turbo de camion, non, ça passera pas. Et ce qui est bien aussi avec ce collecteur, je vous l'ai pas fait voir, mais c'est qu'en dessous, on a un accès direct pour y visser une Westgate. Et ça, c'est plutôt très bien pensé. Bravo les gars. Par contre là, si t'as bien suivi l'histoire, normalement t'as compris que c'est maintenant où on remet le moteur dans la voiture. Et je suis très content. Par contre, j'ai un peu peur quand même, puisque là, j'ai plus le droit d'abîmer la peinture. Si j'abîme la peinture, je pleure potentiellement, alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment de peinture à abîmer. Oh non, le moteur se vidange par terre et c'est même pas filmé. Il y a à peu près 20 litres d'huile par terre et c'est même pas filmé. Où sont mes absorbants? Ah putain, là-bas. Vite. Oh non, oh la loose. Oh putain, mon sol tout neuf. Tiens, attrape. Ça peut faire rire de juste balancer une feuille d'isolant comme ça dessus, mais c'est un super isolant. Merde, bah c'était juste super prévisible en fait. Oh putain, et puis l'huile mon gars, elle doit avoir 800 000 km. C'est une dinguerie comme elle est épaisse. Une vidange plus tard. C'est magnifique par contre, putain. Le moteur tout propre, la voiture toute propre, c'est beau. Et là je suis un peu deg parce que je viens de vous filmer la voiture pendant peut-être, je sais pas, 25 minutes où je suis en train de mettre le moteur tout seul comme un bonhomme dans ma 505. Sauf que bah misère, j'ai acheté une caméra qui vaut le prix de 3,206 pour me faire un vrai plaisir parce que mine de rien cette qualité là, bah ça se paye. Et malheureusement j'ai été radin sur les batteries. Donc voilà, c'est juste le petit tips du jour. Si vous achetez une belle caméra, achetez des batteries d'origine, de la marque de la caméra. Les batteries chinoises à 20 €, c'est peut-être pas cher, mais c'est de la merde. Et sur un tournage important, ça c'est pas important, mais sur un tournage important, ça peut vous baiser la journée. Bref, tout ça pour dire que on va quand même pouvoir finir de se monter le moteur ensemble, puisque là tu vois il reste plus qu'à le descendre et normalement je devrais être pile poil dans le support. Et franchement, le moteur tout propre comme ça dans la baie moteur toute neuve, c'est incroyable. Et tu vois que ici de ce côté-là, j'ai réussi à mettre le support et sa vis. C'est donc la preuve que maintenant mettre un OM 606 dans une Peugeot 505 tout seul, c'est faisable. Et ça me rend putain de joyeux, mais vous avez pas idée. Donc bref, là j'ai juste à descendre le moteur et c'est extraordinaire. Donc là c'est censé être pas mal du tout. Donc là normalement si je le baisse, on devrait être pas trop mal placé. Oh putain, regarde-moi ça comme c'est beau, regarde comme on a bien travaillé avec l'American. Et là normalement la vis que j'avais sur moi tout à l'heure, elle doit pouvoir rentrer. Oh oui. Là normalement avec un coup de maillet bien placé, ça doit rentrer. Hahaha, oui. Et là du coup, on est plus ou moins sur la position finale de notre moteur. Donc là, normalement, j'enlève ma ceinture de sécurité. J'ai envie de chialer. Oh putain! Oh la vache! Et maintenant que je vois ça comme ça, je pense que le turbo il passe pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Tu crois que ça passe? Parce que entre là et la caisse, on a vraiment pas beaucoup de place. Si ça passe pas, je te mens pas que je suis vraiment dégoûté parce que je comptais là-dessus pour avoir un truc impressionnant au salon et j'ai pas du tout envie de mettre des grands coups de masse sur ma caisse que je viens de peindre il y a 20 heures. Oh, oh, ça passe! Oh putain, ça passe! Oh bordel! Oh, c'est lourd. C'est beau, non? Alors c'est un montage à blanc, provisoire, y a rien qui va, c'est pas les bonnes vis. Mais j'ai rien trouvé de mieux là pour l'instant. Je voyais pas ça aussi gros, je te mens pas, je voyais vraiment pas ça aussi gros. Je savais que c'était un gros turbo, mais je voyais pas ça aussi gros. 1 heure vient de s'écouler, regardez. Déjà, première chose, réponse à ma question, oui, le turbo passe, le turbo est vissé, et oui, on peut régler l'angle de la coquille froide, bah ouais, sinon ça dirigeait vers le ciel et ça servait strictement à rien. Donc bah pour ce faire, c'est giga simple. T'as des vis là derrière, tu vois, des toutes petites vis en M8.
tête de 13. Tu les dévisses toutes un tout petit peu de 1 ou 2 tours et puis tu fais absolument ce que tu veux avec ta coquille froide. Tu peux faire exactement la même chose avec le Shra, ce qui du coup te permet de mettre ton arrivée et ton retour d'huile absolument où tu veux, vers le haut, vers le bas. Si t'as un montage un petit peu exotique, et ben c'est strictement parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai également démonté 2-3 pattes sur la face avant qui me servaient à rien et surtout qui étaient super relou parce que, je le rappelle, ça c'est une 505 phase 1 et là-bas j'ai un pare-choc de phase 2 et en fait bah ça se monte pas du tout en lieu et place, faudra faire quelques petites modifications ce soir et sinon maintenant bah on passe à la suite. La suite du montage, après le collecteur d'échappement et le turbo, ça va être le collecteur d'admission parce que là encore une fois, hors de question de rester avec le piètre collecteur d'admission d'origine qui en soi est déjà extrêmement bien, mais j'en ai trouvé un beaucoup plus court, qui a beaucoup plus de volume et bien sûr une entrée bien plus grosse parce que l'entrée d'origine du collecteur d'admission, elle est pas très grosse, je peux vous faire voir d'ailleurs. Donc déjà les tubes, ils font 45 cm de longueur mais c'est super cool parce que déjà il est en aluminium. Ça veut dire que si t'es un peu chaud en soudure au TIG, tu peux le couper et te faire une grosse bonbonne, une grosse entrée d'air où tu veux, bref, ça c'est très bien. Tout ça pour dire que du coup ici tu vois, on a l'entrée qui est grosse mais qui est pas non plus gigantesque. Et du coup forcément tu l'as compris, Kangaroo Steam c'est un peu mon fournisseur numéro 1. Alors c'est pas un sponsor, malheureusement ils font pas encore ce genre de truc, peut-être qu'un jour ça viendra, mais je leur ai pris chez eux ce collecteur d'admission qui est donc un collecteur court. Tu peux voir il est beaucoup plus court que celui d'origine. On a ici une réserve d'air plénum quoi, et qui est beaucoup plus volumineux et puis l'entrée d'air comme tu le vois est bien plus importante que sur celui d'origine. Et en plus, vu que j'adore le tuning, il est vermiculé, noir, pailleté. Je l'ai peut-être pris rien que pour ça. Donc ben, on va également monter ce truc là sur la voiture et puis comme ça, on aura vraiment quelque chose qui visuellement sera pas trop mal. Et non, je vais pas monter la nouvelle pompe à injection que j'ai bien évidemment reçue de chez Handchef Diesel parce qu'elle est sous le collecteur d'admission et là, comme tu as compris, on fait que de l'esthétique pour que ce soit joli sur les photos. Donc la pompe, on la mettra quand ce sera vraiment nécessaire. Alors ouais, tu peux trouver ça naze que je me focalise vraiment que sur l'esthétique dans cette vidéo, ou en tout cas pour le salon, que tu vois, j'aurais pu m'amuser à faire tourner la voiture ou quoi que ce soit. Mais en fait, je suis très fier de cette manière de penser parce que au moins ça m'empêche de faire des bêtises. Alors certes que je ferai peut-être pas 7 millions de vues sur cette vidéo parce que la voiture ne fait pas des gros donuts au milieu du salon de Lyon, mais je pourrais quand même être fier de moi en me disant que j'ai réussi à avancer sur cette caisse qui est relativement difficile à bricoler dans le sens où c'est l'inconnu pour moi. Et je suis du coup super fier de moi d'arriver à faire ça parce que c'était pas dit en fait à la base que je réussisse. Enfin que j'arrive à présenter ma voiture au salon Hippocotto dans un état visuel correct. On va dire que là vraiment pour moi l'important au salon c'est pas de présenter une voiture fonctionnelle mais de présenter un projet pour éventuellement convaincre des gens de rejoindre l'aventure sur la chaîne YouTube, genre s'abonner, regarder les vidéos, me faire de l'argent, tu vois ce que je veux dire, et surtout partager autour d'un projet parce que je sais que discuter avec des gens sur le salon à Lyon ça va me donner forcément des idées, les gens vont aussi me partager leurs projets, peut-être des trucs qu'ils ont fait avec des voitures équivalentes ou autres, et rien que ça c'est super. Et du coup le vrai objectif pour ce salon bah, c'est ça. Bon ça a de la gueule, je vais mettre un peu plus de vis mais ça a vraiment de la gueule. Et bien sûr pour finir visuellement cette belle moteur, le cache moteur Mercedes. Merci à ma chérie d'avoir repeint le logo en beige, je trouve ça super joli. Alors je vous rassure, je vais pas laisser ce cache moteur là d'origine parce qu'en fait celui-là il est fissuré. Je l'ai réparé comme j'ai pu ici, donc si jamais il y a quelqu'un qui bosse dans le carbone, qui regarde cette vidéo et qui est chaud de me faire cette pièce là, je lui envoie tu vois, et il me fait cette pièce là en carbone où on puisse remettre les inserts, enfin en tout cas où on pourrait le serrer comme d'origine. Et bah je suis très chaud, envoyez-moi un petit message sur Instagram, anthony.pdlv. Bref, tout ça pour dire que là ça y est, on commence vraiment à avoir quelque chose qui a de la gueule, putain. Exceptionnel. Oh mon dieu, putain. Après m'être battu pendant 2 heures avec des Rilsan, j'ai une face avant. J'ai voulu remettre la vitre sur ce phare là. Bon, elle est tombée, donc ça donne un style comme ça. Et là, il n'y a pas de clignotant parce que j'arrivais pas à le fixer.
bonjour, vous le voyez derrière moi, la voiture est arrimée sur la dépanneuse, ce qui me rend effectivement très joyeux. D'ailleurs, un énorme merci encore une fois à Vartan de chez Auto HV à Bourg-les-Valences. Je vous mets le numéro en évidence parce que Vartan, c'est simplement le mec qui me sort de la merde à chaque fois. Là, j'avais besoin de transporter la voiture jusqu'à Époque Auto, donc Valence-Lyon. Vartan y répond toujours présent, donc il m'a réservé la dépanneuse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de la location, il fait pas que les dépanneuses, il loue toutes sortes de véhicules ou de la mécanique, voilà. Hésitez surtout pas, il m'a pas payé pour dire ça, c'est juste un très bon copain et je suis très content de faire tous ces trucs là avec lui. J'espère qu'il pourra également nous accompagner sur d'autres projets. Mais bref, quoi qu'il en soit les copains, c'est parti. Je démarre la dépanneuse et on s'en va direction Lyon. Les copains, on se retrouve sur le salon Époque Auto pour le deuxième jour du salon. Pourquoi je filme que le deuxième jour? Parce que le premier jour, il y avait énormément de monde qui est venu me parler. J'avoue que j'ai pas pris le temps de filmer. Du coup, on est samedi. Samedi, c'est la veille de la publication de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ouais, là, il y a beaucoup de taf. On va pas se mentir. Un grand merci à Constant, qui est donc le monteur des vidéos depuis quelques temps maintenant, qui fait un boulot phénoménal, toujours avec des deadlines complètement débiles et irréalistes de ma part. Derrière moi, vous avez bien évidemment la 505 sur le stand de Vulcan Magazine. Pareil, un grand merci à Sylvain pour son accueil parce que mine de rien, le stand il déboîte. On est vraiment sur une ambiance un peu vintage. On est dans le hall 5. Pour moi, c'est un des halls les plus intéressants parce qu'il y a déjà plein de pièces détachées, plein de voitures miniatures et plein de très belles voitures. Bon, bah les copains, voilà, le salon Époque Auto s'achève. Je suis très content, enfin s'achève. Pour moi, il s'achève demain, mais pour vous, il s'achève maintenant de toute façon. J'imagine que la vidéo était déjà bien assez longue, quoi qu'il en soit. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci à tous les copains que j'ai vus sur place, les gens que j'ai rencontrés, parce que mine de rien, vous avez été super nombreux à venir me voir et ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fatigué, mais c'était pour la bonne cause, donc je suis très content. Comme je vous ai dit, j'espère vous voir nombreux l'année prochaine. Même si j'ai pas de voiture, je serai là, quoi qu'il en soit. Je suis à 1 heure, donc c'est trop bien. Moi, je vous fais des gros bisous. Putain, on l'a fait, la 505 était à Époque Auto. C'est génial.